Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence consacrée à la reconversion et à la valorisation du patrimoine hospitalier au travers du projet de l'Hôtel-Dieu de Lyon. L'Hôtel-Dieu de Lyon, c'est l'un des monuments patrimoniaux les plus emblématiques de la ville de Lyon, notamment par sa façade imposante face au Rhône. Il a déjà connu de nombreuses évolutions depuis la construction des premiers bâtiments en 1184. Désaffecté depuis 2010, cet Hôtel-Dieu va tourner une page de son histoire puisqu'il abritera, à l'issue d'une opération de reconversion d'envergure, un hôtel 5 étoiles, des commerces, des bureaux ou encore un centre de convention. Ce projet de réhabilitation et de reconversion globale entend mettre en avant le patrimoine de cet ensemble architectural et urbain en le confortant et surtout à l'esprit historique du lieu. Le projet de reconversion de l'Hôtel-Dieu s'appuie sur une volonté de valoriser les qualités intrinsèques de son histoire pour mettre en valeur le lieu. Il puise dans les racines de l'histoire pour mieux répondre aux attentes contemporaines. Pour nous parler de cet ambitieux projet, nous accueillons aujourd'hui Claire Bertrand, architecte associée au sein de l'agence AIA. Claire, bonjour. Didier Replin, architecte en chef des monuments historiques. Bonjour Didier. Et enfin Alain Benini, architecte des Hospices civils de Lyon. Alain, bonjour. Nous allons commencer justement avec vous, Alain. Je veux bien. Comment est-ce que l'Hôtel-Dieu était organisé et pourquoi vous avez décidé de délocaliser les activités de l'Hôtel-Dieu? Alors, les Hospices civils de Lyon en 2009 étaient dans une situation qui est la suivante. Après 1 milliard d'investissements sur les 10 années précédentes, le point avait été fait sur un recentrage de l'activité sur 4 grands pôles hospitaliers et donc la fermeture d'un certain nombre d'établissements. En 2009, il nous restait sur les bras, on va dire, l'Hôtel-Dieu et l'hôpital Édouard Herriot. Un regroupement d'activités donc sur des établissements, la fermeture de 2 autres établissements et que faire de l'Hôpital-Dieu, de l'Hôtel-Dieu. Il faut voir que l'Hôtel-Dieu, vous le verrez tout à l'heure dans les images, c'est un bâtiment qui est chargé d'histoire, qui a 5 siècles de construction, qui présente des surfaces très découpées et qui sont protégées en partie au titre des monuments historiques. Pour faire évoluer l'hôpital tel qu'il était en 2009, il y avait nécessité de créer notamment des plateaux techniques, un plateau technique, et on s'aperçoit que la configuration du site rendait impossible en fait la récupération de surfaces suffisantes pour coller à ces exigences. On avait de plus une qualité très hétérogène des corps de bâtiments et des possibilités d'hébergement à l'intérieur du site. Et puis on avait la dualité entre l'Hôtel-Dieu et l'hôpital Édouard Herriot. Il faut se rappeler que l'Hôtel-Dieu, l'hôpital Édouard Herriot a été construit pour remplacer l'hôpital de la Charité et l'Hôtel-Dieu. À l'issue de l'ouverture de l'hôpital Édouard Herriot, créé par Tony Garnier, hôpital pavillonnaire du 1933, l'Hôtel-Dieu et la Charité devaient être démolis. Bon, l'Hôtel-Dieu a été maintenu et 80 années plus tard, on se retrouve dans la même configuration où on se dit, on a sur les bras ces 2 établissements, il y a un investissement de l'ordre de 200 millions à faire. Qu'est-ce qu'on privilégie? Est-ce qu'on privilégie quelque chose, un établissement où on aura énormément de mal à retrouver de la surface? Ou est-ce qu'on privilégie une exploitation d'hôpital pavillonnaire? Le choix a été fait d'investir, donc une somme relativement conséquente, sur l'hôpital Édouard Herriot, et donc d'abandonner l'activité hospitalière sur l'Hôtel-Dieu. Donc en 2009, le choix a été fait, une procédure a été lancée, un débat qui a été très vite réglé, les hospices resteront propriétaires du bâtiment, mais ils en confieront la gestion et l'exploitation à un opérateur unique. Pour accompagner cette opération, les Hospices civils de Lyon, à partir du moment où il n'y a plus d'activité médicale dans le site, entre guillemets, ça devient du patrimoine privé. C'est pas le fondement des Hospices civils de Lyon que de gérer des bâtiments qui ne sont plus hospitaliers. Et donc on a signé un protocole d'accord entre les Hospices civils de Lyon, la ville de Lyon et le Grand Lyon pour accompagner cette reconversion. Il faut bien comprendre que nous, Hospices civils de Lyon, nos intérêts n'étaient plus tellement axés sur l'Hôtel-Dieu. Donc, à travers ce groupe de travail, nous avons défini un certain nombre d'objectifs. Donc, des objectifs de politique générale, on va dire, qui étaient la mise en valeur de la qualité patrimoniale, l'histoire du lieu et la situation grâce à une reconversion complète et maîtrisée. Il y avait une volonté très forte d'ouvrir
l'Hôtel-Dieu, c'est 2 hectares sur la presqu'île, donc d'ouvrir ces 2 hectares aux Lyonnais. Donc il ne faut pas comprendre que l'hôpital était fermé, mais on ne va pas à l'hôpital pour s'y promener. Donc à partir du moment où il n'y a plus d'activité hospitalière, il y avait une volonté très forte de redonner une qualité urbaine à ce lieu. Proposer des activités qui s'intègrent dans le contexte de la presqu'île, bien entendu. Inscrire l'Hôtel-Dieu dans le rayonnement international de la métropole. Et puis, chose non négligeable, une volonté de valoriser financièrement cette opération, puisque à partir du moment où on ne le vend pas, ça veut dire qu'on passe sur un processus différent et globalement une location. Nous avons défini un certain nombre d'invariants du programme, puisque nous avons lancé un concours dans un premier temps de candidature, puis d'architecture. Et ces invariants sont les suivants, donc la réalisation d'un hôtel 5 étoiles avec un minimum de chambres, l'implantation d'activités commerciales, l'implantation d'activités tertiaires, la suppression du stationnement à l'intérieur du site, puisque le site, vous le verrez tout à l'heure, 2 hectares, il y a 5 cours majeurs, qui étaient, nous, envahis de voitures, puisque le médecin, le personnel soignant, il faut qu'il soit au plus proche de son lieu de travail. L'exclusion de la chapelle, il y a une chapelle dans le site, donc ça ne fait pas partie de l'opération de revalorisation. Et puis bien entendu, puisque c'est dans l'air du temps, la prise en compte d'une approche environnementale adaptée au bâtiment. L'outil juridique, je l'ai dévoilé tout à l'heure, il s'agit bien d'un bail à construction, donc ce n'est pas un bail amphithéotique, c'est un bail à construction sur une durée donc estimée au départ de 94 ans, on a signé pour 99 ans. Je vous le rappelle, les HL donc restent propriétaires. Grâce au bail à construction, le preneur du bail s'engage à réaliser un programme qui est défini et qui fait partie du bail. Et à la sortie du bail, donc on verra ça dans un siècle, enfin un peu moins d'un siècle aujourd'hui, les hospices devraient récupérer le bien. C'est pas l'intention des hospices et le passé l'a montré, puisque les hospices sont propriétaires d'un grand nombre de terrains et de bâtiments sur Lyon qui sont gérés par des bails amphithéotiques à la fin desquels logiquement les hospices récupèrent le bien, mais ça n'a jamais été le cas. Et le dernier mot de ma part, pour vous montrer qu'en fait il se sera globalement déroulé une dizaine d'années entre le moment où le comité de pilotage a validé la volonté forte de fermer l'Hôtel-Dieu et de lancer un concours, et le moment où les travaux seront achevés fin 2019 pour la deuxième tranche. J'ai une autre question pour vous, Alain. Comment, à partir d'un patrimoine, s'interroge-t-on sur la transformation d'un bâtiment historique ? Je vais laisser la parole aux autres. Nous, à partir du moment où on n'a plus d'activité hospitalière, la charge patrimoniale, en fait, notre responsabilité face à cette charge patrimoniale est de s'assurer de la confier à quelqu'un qui en aura l'intelligence et la volonté, les moyens de pouvoir le magnifier, ou en tout cas de l'exploiter au mieux. Parfait. Je vais donner la parole maintenant à Didier Replin, qui est architecte en chef des monuments historiques. Didier, racontez-nous l'histoire de ce magnifique bâtiment, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est un magnifique bâtiment, et vous allez voir que l'histoire est pas banale du tout. Je dois dire que ce que vient de dire Alain, justement, qu'on ne sait pas par quel bout le prendre. J'ai commencé par me perdre pendant 1 an, et puis après pour arriver à l'assimiler. Alors 2 historiennes ont étudié l'histoire, et je vais essayer de vous la résumer parce que c'est plusieurs siècles. Vous voyez qu'il est admirablement placé puisqu'il est ici à l'intérieur du site historique de Lyon, inscrit au patrimoine mondial. Donc il est évidemment un immense bâtiment. Mais l'histoire, c'est en fait un défi permanent de Lyon et de la santé. Alors on remonte loin, 6e siècle. Le roi Childebert et sa femme Ultregotte créé la première unité d'accueil de ce qu'on appelait les nécessiteux. Elle n'était pas tout à fait dans cette zone, elle était ici sur la Saône. Mais à partir du XIIe siècle, on arrive sur le Rhône. Donc le site est occupé pour des problèmes de santé depuis le XIIe siècle. Et alors, qui arrive ici? En fait, le site avec un pont très célèbre qui était en fait le seul pont qui rejoignait Lyon à l'extérieur. Quand on traversait le pont, ça s'appelait la route d'Italie. On était déjà à l'étranger. Donc c'était le pont. Et il s'installe ici. Il s'installe comment? Qui arrive ici? Les frères pontifes. Comme son nom leur indique, c'est ceux qui s'occupaient des ponts. Et alors ils s'occupaient du pont ici qu'ils ont construit et ils créent cette unité pour recueillir les visiteurs, les malades, les pauvres, les nécessiteux.
il les réunissait tellement qu'il les mettait 4 par lit, d'où un renouvellement assez rapide. À côté, ils avaient un cloître. Ici, c'était pas une communauté religieuse, c'était des frères, une confrérie, si vous voulez. Ils étaient religieux, et ce cloître-là, c'est le cloître encore actuel. Et c'est là où c'est important, c'est qu'à l'Hôtel-Dieu, on lit par cœur toutes les pages de l'histoire. Je vous montrerai le cloître, il existe. Et ça, c'est une cour d'alimentation avec des arcatures pour les choses qui arrivent et qui repartent. Regardez l'importance du pont. Une gravure au 19e, il n'y avait qu'un seul pont. Vous voyez qu'un dimanche soir, il y a des encombrements et tout le monde n'arrive pas de l'autre côté. Il y a une pauvre femme qui n'arrivera jamais. Il fallait bien les frères pontifes pour vous accueillir, sachant que les frères pontifes vous accueillent tout le long de la vallée du Rhône. À Pont-Saint-Esprit, c'est les frères pontifes, et vous allez au pont d'Avignon, Saint-Bénézé était frère pontife. Donc c'était une tradition, on accueille l'autre. Et ça, c'est très important, celui qui arrive de l'autre côté de la rive. Et quel que soit son nom. Et vous allez voir que dans le principe des hôtels-dieux, c'est resté jusqu'au bout. Et ce sont si bien que ce sont des confréries religieuses qui se sont occupées de la santé du 12e au 16e. Lyon au 16e, une densité remarquable, et le pont est un peu comme le pont de Cahors, si vous voulez, avec des tours, un pont extraordinaire. Et à ce moment-là, c'est la société civile qui commence à prendre en charge la santé. Elle achète des maisons pour construire un nouvel hôpital. Qu'est-ce que ça veut dire un nouvel hôpital? C'est un hôpital avec le début de l'hygiénisme. C'est-à-dire que l'ennemi, c'est le microbe. Donc, pour combattre le microbe, il faut des cours avec des salles ici ventilées des deux côtés pour avoir une bonne exposition au soleil. D'où le plan en croix, ce qu'on appelle les 4 rangs, avec au milieu la chapelle et 4 salles de malades. Et le cloître là, c'est celui des frères pontifes du 12e. Il n'a pas changé. Et l'Hôtel-Dieu de Lyon, c'est une leçon de continuité. Qu'est-ce qu'on a reçu? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on transmet? Et ça, ne serait-ce que pour un projet, ça vous donne l'idée. À côté, il y avait une grande galerie. C'était la galerie des commerces. Parce que l'Hôtel-Dieu a toujours vécu des commerces et des dons. Simplement, au début, c'est la galerie des bouchers. On a trouvé que ce n'était pas très agréable. Donc, après, c'est devenu la galerie des bijoutiers. C'est beaucoup plus raffiné, élégant. Et elle restera jusqu'en 1959. Vous voyez là, à Lyon, on gère son bien et on le fait fructifier. On ne se met pas forcément à la mode de tout. Et puis, quant à l'hôpital ancien, c'est devenu une nouvelle chapelle pour les gens valides, une superbe chapelle de Martellange, un des premières églises jésuites. Voilà à quoi ressemblent, les 4 rangs, le dôme au milieu avec la chapelle en dessous, et un rang, 2 rangs, 3 rangs et 4 rangs. Vous voyez que le dôme est une chose assez extraordinaire, et la coupe vous donne quoi? Ceci, une proportion incroyable. Ce dôme ici, vous voyez la hauteur, alors qu'il y a un petit hôtel en bas, c'est la chapelle, c'est en fait une gaine de cheminée. Donc ici, vous avez les grandes salles de malades. Les petits carrés que vous avez en bas, c'est les lits, non pas à baldaquin, mais à courtine. Quand il fait froid, on ferme les rideaux. Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais les miasmes, qui étaient le microbe qu'il fallait combattre, étaient d'abord supposés monter au plafond. Arrivés au plafond, aspirés littéralement par la gaine de cheminée, baignés au passage et ressortaient. Et là, c'est important, c'est le début de l'humanisme. Il faut soigner le corps, l'âme et l'esprit. Et ça, c'est l'esprit Hôtel-Dieu. Le corps, c'est la médecine, l'âme, c'est la chapelle, et l'esprit, c'est le début de la recherche. Rabelais apporte en 1533 les 60 premières plantes pour faire les baumes, les onguents, les pommades. Et ça, c'est très intéressant, c'est que c'est une vraie notion d'humanisme dès le XVIe siècle, et ce sera toute cette partie-là. Alors au début, je dirais à Lyon, on dit que tout le monde ne peut pas être de Lyon, c'est bien qu'on reste à Lyon. Mais on s'est aperçu que ce n'est pas un modèle lyonnais. Alors avec Claire et son équipe et la nôtre, on a pris un bus et on est allé voir des hôtels-dieu en Europe. Le modèle, c'est Milan. Milan, ici, le plan en croix. Ça se passe de commentaires. 1495, fin 15e, on avait déjà tout compris. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit, à ce moment-là, c'est un modèle européen. Vous allez à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est un parador. Aujourd'hui, c'est le plan de Lyon, le même plan en croix, exactement le même. Vous avez à Parme, regardez ici, vous voyez le plan en croix et la chapelle au milieu. Lyon, c'est 1630, 50 ans plus tard, Turin copiera exactement Lyon, avec même les 4 tourelles d'angle pour tenir le dôme. C'est un plan européen. Et là où c'est très intéressant, comment faisait-il? Sans fax, sans mail, sans rien. Nous, ils n'arrivent pas à passer. Eux, ils construisaient en même temps sur le même plan, avec les mêmes dimensions. Et ça, c'est une leçon de modernité. Et c'est ce que nous a montré l'Hôtel-Dieu, c'est le modernisme. Ultime défi, 18e. On arrive au 18e, mais là, je ne suis pas à l'Hôtel-Dieu de Lyon, je suis à Naples. Pourquoi? Charles de Bourbon à Naples, en 1734, construit Caserta. Caserta, c'est le Versailles napolitain.
Il prend les deux meilleurs architectes, vous allez voir pourquoi je vous en parle, Vanvitelli et Fuga, F-U-G-A. Et il dit à Fuga, cette très belle chose, je construis un palais pour les nobles, je veux construire un palais pour les pauvres. 700 mètres de long. Le même principe des cours et l'église au milieu pour la ventilation. Les deux cours extérieures ne seront pas construites. Si vous allez être dans Naples, le voilà dans Naples, 400 mètres de long. Le hasard veut que je m'en occupe également. Et pourquoi je vous en parle? C'est que Fuga était le meilleur ami de Soufflot. Et si bien que vous voyez cette immense façade, la plus belle gravure du Grand Hôtel-Dieu de Lyon, c'est pas la mairie de Lyon que j'ai trouvée, c'est la mairie de Naples. Donc, dès le milieu du XVIIIe, ça fait partie, on les recense, il n'y en a même pas 10. 10 constructions de l'architecture sociale du milieu du siècle des Lumières en Europe. Et tout le monde copiait ces exemples-là, le Grand Hôtel-Dieu de Lyon et l'Auberge Royale des Pauvres de Naples. Vous le retrouvez même à Londres. À Londres, St. Thomas Hospital, c'est le long de la Tamise, vous voyez Westminster. Ne le cherchez pas en y allant, les Anglais ont détruit les 9/10. Donc il ne reste rien. Vous allez à Moscou, eh bien le Moscou est sur le plan du Grand Hôtel-Dieu de Lyon. Pourquoi? Parce que le tsar écrit en 1760, je veux aller à Lyon voir le nouvel hôpital de M. Soufflot. Et en rentrant, il dit, ce sera le modèle dans toutes les provinces de la Grande Russie. Il dit bien qu'à travers l'Europe, vous avez un modèle qui est le modèle d'architecture sociale du milieu du siècle des Lumières. Alors vous devinez que quand on continue, on n'a plus la même attitude vis-à-vis du monument. C'est un monument avec de l'épaisseur, non seulement monumentale, mais également humaine. Alors, Soufflot démarre. Vous savez quel âge il a? 27 ans. Il rentre d'un voyage avec le marquis de Marigny à Rome et il nous apporte le meilleur de ce qui se faisait en Europe. 27 ans et conçoit la totalité de la grande façade de l'Hôtel-Dieu et du reste. C'est une œuvre de jeunesse, il n'a peur de rien et il rapporte le meilleur et il se donne à 100%. Voilà les critères quand vous analysez le bâtiment. Alors il commence, mais vous voyez qu'il y a un trou ici. Parce que des propriétaires récalcitrants ont refusé de vendre leur maison. On mettra 70 ans à le récupérer et on fera du néo-Soufflot ici en 1823, alors que les bâtiments étaient 1741, Naples et 42. Donc oui, absolument en même temps. Alors, sur les plans de Soufflot, il y a toujours un trou, parce qu'il ne l'a jamais connu. Derrière la chapelle, il n'a pas pu finir la cour d'honneur, et ici, vous n'avez pas de façade à l'arrière, parce qu'il y a encore toutes les maisons, comme dans le Vieux-Lyon, des maisons 16e qui sont alignées et qui ne seront démolies qu'au 19e. Mais ça ne les empêche pas de continuer. Au 19e, les HCL demandent à leur architecte, Pascalon, d'agrandir la rue de la Barre. Ça, c'est du Soufflot, mais Pascalon démolira cette partie-là pour créer un grand bâtiment cohérent, et là encore très cohérent avec l'ensemble, ce qui est assez étonnant. Vous voyez une très belle architecture classique, un beau dôme classique du 19e, et ce qui donnera en plan ceci. Et là, vous avez l'ensemble de l'Hôtel-Dieu, 400 mètres de long, 2 hectares 3. L'unité de mesure, c'est pas le mètre carré, c'est l'hectare. 5 hectares 8 de façade, 2 hectares de couverture. Ça vous donne une idée, plus de 2000 pièces et à l'ensemble. Le bâtiment a failli disparaître. Comme l'a dit Alain tout à l'heure, à propos de Tony Garnier, le maire de Lyon, en 1920, demande à Tony Garnier de reconfigurer l'Hôtel-Dieu. Il garde que la façade sur le quai, il démolit tout le reste pour construire les Galeries Lafayette. Et on tergiversera pendant 15 ans. 15 ans plus tard, le maire de Lyon dira à Tony Garnier, vous avez gardé le grand dôme, c'est bien, mais vous auriez pu garder le petit dôme, surtout c'est le maire de Lyon qui l'a payé. Donc il refait un plan en 1920, il garde le petit dôme, il démolit tout le reste pour construire la grande poste. Et c'est comme ça, on tergiversera encore pendant 10 ans. Et en 1930, Lyon perdra le plus grand chef-d'œuvre du XVIIe de Lyon, qui était l'hôpital de la Charité, dans cette zone ici. Et qu'est-ce qu'on a perdu? 9 cours de cet acabit-là en 1930. Pour construire la grande poste, vous avez du Ruspitz, qui est un bâtiment très intéressant, et dont il nous reste de l'hôpital de la Charité que le clocher. Voilà un peu l'histoire. C'est pas fini. En 1944, le dôme brûle. C'est ni les Allemands ni les Américains, mais peu importe, il fallait toucher les dommages de guerre. Donc il fallait accuser quelqu'un. Donc le dôme brûle pendant 8 jours. Voilà ce qui restait de toute la charpente en chêne. Tout était d'origine. Et de 1944 à 1952, la silhouette de l'Hôtel-Dieu était comme ça, sans aucun dôme ni rien. On décide la reconstruction. Et là, comme les parties hautes des maçonneries étaient très fragiles, il fallait trouver un système qui n'appuie que verticalement. Et mon prédécesseur, qui s'appelait Donzé, a créé ce principe
2 dômes en béton nervuré qui en 1946 n'étaient pas très courants, posés l'un sur l'autre avec un espace extraordinaire ici, l'escalier qui vous permet de monter. Je vous souhaite de venir là un jour, on se croirait dans les gravures des prisons de Piranèse. Tout est noir et on ne voit que quelques éclats de lumière. Et quand vous arrivez en haut, je peux vous dire, vous êtes aux anges, au propre comme au figuré, puisqu'il y a une statue des anges en haut. Voilà ce dôme qui est en béton admirable. C'est une des plus intéressantes restaurations d'après-guerre. Où on passe, ça c'est en pierre, ça c'est en béton, ça c'est en pierre, ça c'est en stuc. Et le balcon, lui, est en fibre de verre, imitation béton, imitation pierre. Donc on a une vraie, là aussi, hiérarchie et des autres. Mais le dôme, vous avez vu que le dôme a une perspective extraordinaire. Soufflot, 27 ans, utilise la géométrie pour faire croire qu'il est plus haut qu'il n'est, parce que vous voyez qu'il arrive à plat. C'est très surprenant, complètement à plat, et ça ne se voit absolument pas. Il avait déjà toute la maîtrise de la géométrie et de l'ensemble. Les malheurs ne sont pas finis. La fameuse galerie de l'Hôtel-Dieu sera démolie en 1959, donc c'est pas très récent, pour agrandir la rue Childebert. Vous voyez cette galerie-là qui était effectivement devenue la galerie des bijoutiers, et à l'intérieur, un chef-d'œuvre, comme le passage Vivienne à Paris. Ici, cette devanture est de Majorelle. Toutes les devantures de Majorelle sont classées monuments historiques aujourd'hui. Vous voyez l'épaisseur de l'histoire de l'ensemble qui est assez étonnante. Le résultat est un patchwork. En rouge, ce qui nous reste de l'époque médiévale. En jaune, le XVIIe. En orange, le XVIIIe. En bleu clair, 1820. Bleu foncé, 1880. Et en vert, 20e. Mais qui sont simplement des rajouts dans les cours, qui étaient en béton et malheureusement amiantés à 100%. C'est bien que tout est à démolir. On ne peut pas le réutiliser ni le garder. Derrière ces pierres, il y a des hommes. Des hommes, des femmes qui ont travaillé, qui ont cherché, qui ont été heureux, qui ont été malheureux. Et on s'est aperçu qu'il y avait une valeur humaine patrimoniale fantastique derrière. Je vous parlais de cette notion d'humanisme, du corps, de l'âme et de l'esprit. Et dans l'esprit, c'est le début de la recherche. Desto, les premières radiographies. Amédée Bonnet, les sections tendineuses et musculaires. Hein. Antonin Poncet, l'antisepsie, etc., etc. On est en train de retrouver tout. Et même la première compagnie des apothicaires en France, dont les premiers présidents étaient tout simplement les frères Jussieu, d'où l'université de Jussieu à Paris. Alors petit à petit, vous voyez qu'on trouve Léon Bérard. Léon Bérard qui est là, le premier centre anticancéreux est sous le Grand Dôme. C'est-à-dire, c'est fabuleux, c'est que toute l'histoire de l'architecture est suivie d'une histoire humaine fantastique qu'on a sans arrêt créée et autres. En 2011, vu l'importance, le bâtiment a été classé monument historique en totalité, à l'unanimité de la commission, et le Grand Hôtel-Dieu de Lyon est devenu une page de l'histoire de l'architecture en France, par notamment les grands architectes et autres. Il faut toujours apprendre à rebondir. Ici, il y avait, comme vous voyez, entre ces deux frontons, une aile, qui était l'aile des fous. On demandait à l'Hôtel-Dieu de s'occuper de toutes les pathologies. Voilà l'aile de Soufflot démolie. Le programme n'était pas des mètres carrés et des flèches pour aller de tel endroit à autre. Le programme est donné par l'aliéniste qui s'occupe des aliénés. Une seule phrase. Il n'y a pas d'ordonnance dans le cerveau de nos patients. Il faut qu'ils la trouvent à l'extérieur. Votre bâtiment doit être symétrique, équilibré, inspiré à la sérénité et la plénitude, point. Et ça, c'est fabuleux. Et une des phrases, en 1740, la beauté est la première marche de la guérison. Et là, vous démarrez. Et vous démarrez le chantier sur cette notion-là qui est très différente. Ça nous a permis néanmoins, comme on n'avait plus d'aile, une grande cour. Donc la possibilité d'un parking. Le parking, on le met là, on fait des fouilles. Ce qui nous permet de retrouver des choses uniques, des morceaux d'enduit romains du 1er siècle, sur des fresques sur fond noir. La villa impériale romaine n'était pas là, c'était des débris jetés par le Rhône. Mais quand vous avez un oiseau de cette qualité, je peux vous dire en fresque, c'est pas un apprenti, c'est un grand maître qui vous sort un oiseau à fresque comme ci, et on a 4 mètres carrés retrouvés. Donc on retrouve à la fois l'épaisseur, et à l'Hôtel-Dieu, on va aujourd'hui de l'époque romaine jusqu'au XXIe siècle. Et pourquoi ne pas écrire justement une page du XXIe? Dans les détails, voilà le petit dôme, chef-d'œuvre de stuc. De stuc, sous ce ripolin écaillé, vous avez dessous du stuc marbre. Pourquoi? Parce que les miasmes glisseront dessus comme sur les plumes d'un canard, tandis que si vous avez un badigeon à la chaux, il serait bourré de microbes. Donc une continuité dans même l'exécution des choses. En bas, c'est une chapelle avec le dernier exemple de chapelle d'hôpital où on a encore l'hôtel
et ce qu'on appelle le cancel. Et autour, vous avez des restes de l'hôpital de la Charité parmi les plus belles boiseries. Il faut savoir que ça, c'est le meilleur ébéniste de Louis XV, à l'Hôtel-Dieu. Pourquoi Marc Chabry II et Van der Eden, et des cabinets d'apothicaillerie où les sœurs hospitalières arrivaient à commander des épices en Perse à la fin du XVIIe, qui arrivaient dans des pots peints, et ça nous donne toute la collection des pots remarquables. Voilà les salles de malades. À l'époque, vous voyez les lits à courtines, et puis ensuite, il fallait doubler les chambres, les hospices civils, donc on crée des dalles pour doubler le nombre de chambres qui se fait dans les années 50. On ferme la chapelle avec des grands murs, et même si c'est c'est pas le dessin final, mais on peut imaginer que quand on les enlève, eh bien, vous avez la transparence des 4 salles et des espaces uniques. Rien n'est de luxe, mais tout est spécifique. Et on parle toujours des contraintes monuments historiques. Je n'aime pas ce mot, ce sont des stimulants. Il faut être 2 fois plus inventif, 2 fois plus créatif, et on se retrouve avec des volumes qui en fait marchent admirablement aujourd'hui, parce que c'est une circulation. Le Grand Dôme lui-même, alors je vous ai parlé du petit dôme 18e, œuvre d'un jeune homme de 27 ans. Il crée une chose extraordinaire, puis avec de ce côté-là des proportions magnifiques. Elles étaient tellement belles que j'ai demandé à l'agence de les redessiner suivant l'unité de mesure de Soufflot. Quelle est-elle? Le pied. Le pied lyonnais est par définition plus grand que le pied royal. Donc le pied lyonnais est à 34,1. Le pied, du roi n'est à 32,5. Et Soufflot les multiplie par 2, 3 ou 4 et il utilise 2 nombres d'or. Le nombre d'or classique, où le segment rabattu part du milieu du côté du carré, qui vous donne ce rectangle. Et puis celui dynamique, inventé par les architectes 17e et 18e, qui part de l'angle, ce qui donne un rectangle plus court. Pour les grands bâtiments à répétition, pour que l'œil passe d'un élément à l'autre sans s'ennuyer. C'était simple. Et pourquoi c'est si beau? Eh bien, vous avez 2 rectangles d'or posés l'un sur l'autre de la hauteur du dôme. Non seulement en élévation, mais également en plan. En plan, ce qui est très rare. Donc l'espace entre les colonnes, tout est calculé. C'est la seule cour qu'on ait comme ça, avec un tracé régulateur absolument parfait. Vous devinez que petit à petit, dans l'histoire, on était en face d'un unicum. Et pas d'un bâtiment ordinaire, c'est vraiment un unicum. Alors on a continué, et sans oublier que tout ce que je vous montre, 400 mètres de façade, en calcaire, pas une seule fissure depuis 1740. Et tout a été fait par 2 instruments, un maillet et un ciseau. Alors quand vous voyez la modestie des outils, l'excellence du résultat, parce qu'entre les deux, c'est le savoir-faire humain. Et l'Hôtel-Dieu est une célébration des savoir-faire humains. Dans la pierre comme dans le fer, je n'ai jamais vu des gonds ordinaires de fenêtres signés. Elles sont toutes signées par le ferronnier. Et quand il le signe, c'est qu'il se donne, et donne le meilleur de lui-même. Et là, vous ne voyez plus l'édifice de la même manière. En dessous du Grand Dôme, vous aviez la chapelle, qui évidemment a été pulvérisée au moment de l'effondrement du dôme. Et aujourd'hui, c'est un volume extraordinaire. C'est une des plus belles pages d'architecture de Soufflot. Regardez la définition des sculptures. Les grains de raisin, on sent qu'ils sont mûrs. C'est-à-dire, c'est donner la vie à la matière. Avec un maillet et un ciseau, ici, vous avez le concerto de l'homme et du matériau. Et il donne le meilleur de ce qu'il a envie de donner en vie. Quand vous avez le réfectoire, le grand réfectoire, tout de 1752, et que, évidemment, là, on a toujours dit, depuis le début, ça sera un restaurant. Mais quand vous voyez les chefs restaurants qui voient ces images, il dit, on n'est pas dans un restaurant ordinaire. Il y a ce mélange de soins, de simplicité et d'accueil. Et il a envie de remettre des tables d'hôtes, parce que ça donne envie. Et c'est là où c'est intéressant. C'est un monument tellement inspiré, comme je dis, seuls les monuments inspirés savent transpirer. Et en retour, ça vous indique des choses. Voilà comment a été l'autre chose, les salles de malades, des grandes salles de malades, qui un jour verront une cloison pour l'intimité, et ensuite on est doublé avec le niveau d'étage, et quand vous voyez, on a créé un couloir pour récupérer de la lumière, avec des chambres qui sont soit en face d'une fenêtre, ou pas. Et à l'intérieur, ça donne ça, on ne sait plus si on est à l'Hôtel-Dieu. Mais, je le dis tout de suite, c'est une boîte dans la boîte. Mais le résultat, c'est qu'on découvre aujourd'hui qu'on a une coque, je dirais, d'une authenticité pas banale. On a toutes les dates des poutres. Elles sont quasiment authentiques à 90%. Des grandes salles de malades comme celle-ci, vous voyez qu'avec une file de colonnes superbe, c'est des grands volumes qui étaient devenus à peu près cachés. Mais ils fonctionnent, voilà ce que c'était devenu. Mais quand on voit l'escalier, ça c'est un chef-d'œuvre de Compagnon, un des plus beaux escaliers Louis XV qui soit, que ça soit en haut ou en bas. Là, vous avez envie d'accueillir, de recevoir dignement. Et ça vous donne toute une inspiration complètement différente dans l'usage.
La partie 19e, où il y a beaucoup plus de fenêtres, c'est bien pour les bureaux. Mais Pascalon a ce génie d'utiliser la méthode moderne, une structure métallique à l'intérieur du dôme. Et ce que je vous montre là, c'est à l'intérieur du dôme, ici. À l'intérieur du dôme, et vous voyez que c'est une tour Eiffel, avec le fameux fer pudelé, un fer qui ne rouille pas, la meilleure technique de l'époque. Et vous avez un escalier à deux rames pour monter jusqu'en haut. Ça donne des espaces absolument étonnants. Et sous la charpente, qui est entièrement métallique, je peux vous dire qu'aucun bureau d'études ne peut assurer une charpente aussi élégante et fine. Ça ne marche pas avec aucun des critères aujourd'hui. Donc c'est intéressant, c'est un défi aux normes, un défi au DTU, un défi à tout, mais qui fonctionne depuis des siècles comme ceci. Alors, aujourd'hui, on en est démolition. Voilà le début des démolitions et on retrouve les bâtiments 16e de l'autre côté. 200 mètres cubes de débris par jour. Ça dure depuis 10 mois. 10 camions bennes qui sortent par jour. Et ils sortent par où? Par là. Vous voyez, tout en Bob 4, la difficulté que ça peut être. Mais on a trouvé des instruments pas banals comme ces grignoteuses de béton qui nous permettent d'enlever toutes les parties de béton. Et je vous montre simplement des dernières photos. Vous voyez que le plafond était là. Donc personne ne connaissait. On fait des visites ouvertes au public tous les samedis, quasiment. Et samedi dernier, il y a une dame qui m'a dit, qui avait son bureau là, elle m'a dit « Ah ben j'avais quelque chose de rond dans mon placard, mais je ne savais pas ce que c'était la colonne. » Mais elle ne l'avait jamais vu de sa vie, et elle ne savait pas qu'il y avait des voûtes au-dessus. Donc on redécouvre complètement des volumes. Vous voyez les enfilades de volumes. Les maçons ont travaillé admirablement. Je le dis souvent parce que les maçons en méprisent. Ceux qui n'ont pas de spécialité deviennent maçons. Mais je dis maçons, non. Vous êtes l'âme des monuments, ceux qui ne se voient pas et ceux qui font tenir. Et si les maçons n'avaient pas bien travaillé ces voûtes, je peux vous dire, on n'aurait plus d'hôtel-Dieu aujourd'hui. Regardez les plafonds, les grands plafonds, des poutres absolument extraordinaires de 12 mètres de long, posés sur des corbeaux avec des plafonds à la française. C'est le seul décor, le reste c'est à la chaux. Mais on se dit, il y a toujours deux échelles ici, une échelle monumentale et une échelle humaine. Il faut élever l'esprit et l'âme et rassurer le cœur. C'était le principe toujours de cet humanisme. Regardez les grandes salles de malades avec ces piliers extraordinaires de soufflot qu'il a conçus, ou même, ces enfilements d'arcatures et de colonnes à l'intérieur. Voilà ce qu'on découvre aujourd'hui, un bâtiment exceptionnel dans toutes les arcatures. Et ça, c'est la partie 19e avec des ossatures métalliques. Et au milieu, vous trouvez un dessin aussi charmant que celui-ci. Peut-être un petit enfant, la tête dans les bras, et qui vous rappelle que ça reste un patrimoine humain, et c'est la chose principale. Voilà ce qu'il en est, le dôme avant la guerre. Et maintenant, Claire va vous montrer le projet, et vous verrez le dôme à la fin. Je crois qu'il faut applaudir cet exposé magnifique, vraiment. Moi, je veux vous avoir avec moi quand on fait les reportages dans les établissements de santé. Parce que quand on veut imaginer l'hôpital de demain, il faut déjà connaître un peu d'histoire. Ça aidera tout le monde. Claire Bertrand, architecte associée à IA. Quelles sont les grandes lignes de ce projet de réhabilitation et de reconversion, Claire? Alors, c'est très dur de passer après Didier. On travaille sur ce projet avec les équipes de Didier depuis 6 ans maintenant, pour répondre au concours. Et on a essayé d'abord de comprendre le bâtiment et d'essayer de glisser le nouveau programme qui avait été initié par les hospices civils à l'intérieur de chacun des volumes. Donc je vais vous présenter un petit peu le balayage des fonctions et la façon dont on l'a adapté au bâtiment. Là, c'est la vue aérienne le jour où nous avons pris possession de l'hôpital. On reconnaît les voitures dont a parlé Alain, les équipements techniques de l'hôpital qui étaient sur l'arrière de la cour et l'ensemble des périodes des toitures que l'on reconnaît sur cette photo. En rouge, c'est l'ensemble des éléments que l'on a démolis. Ça ne s'est pas fait tout de suite, donc c'est les 200 000 mètres cubes qui ont été évacués maintenant. On a eu une grosse réflexion sur l'analyse du bâtiment, la découverte, l'histoire, refaire des plans de géomètres pour essayer d'en comprendre la composition et d'essayer d'inventer, d'imaginer la plus belle fonction dans ces volumes qu'on ne voyait pas. On les voit depuis très peu de temps maintenant.
Donc on est encore en train d'adapter notre projet parce qu'il faut qu'on soit au niveau. On a essayé de réouvrir l'ensemble du quartier. On voit ici l'échelle des îlots. Là, on est à l'échelle d'un quartier pour ouvrir des cours, des jardins, des espaces de promenade à l'ensemble des Lyonnais. C'était une des données du programme. Et donc en rouge ici, j'ai noté l'ensemble des portes et des entrées qui vont nous permettre après de se promener soit dans des cours et des jardins pour flâner, soit d'aller dans les différents commerces que l'on a imaginés, soit se rendre à l'hôtel, au restaurant, au centre de congrès que l'on va voir ensuite. Et donc voilà l'ensemble des flux et des circulations qui sont ouvertes maintenant au public, enfin, dès 2018 quand on aura terminé le chantier. En ce qui concerne les fonctions, on savait qu'il fallait faire un hôtel 5 étoiles. On s'était associé dès le départ avec Intercontinental pour travailler sur le projet. On s'est posé beaucoup de questions pour savoir où on plaçait l'hôtel. Est-ce qu'on se mettait au niveau des 4 rangs pour faire un hôtel de charme? Est-ce qu'on se mettait en façade sur les quais? Et c'est vrai que le travail historique nous a amené à analyser comment Soufflot avait conçu sa façade. Sur les quais, on a une façade toute en pierre qui a été conçue comme ça pour impressionner l'étranger à l'entrée de Lyon et du pont, alors qu'à l'intérieur, du côté de la ville, on a des façades hospitalières plus simples, en enduit, avec une grande rigueur et des fenêtres superposées. Et du coup, on s'est dit qu'on allait, qu'un hôtel international sur cette façade qui était conçue pour du rayonnement international, c'était une bonne idée. Donc en jaune, c'est l'ensemble de la partie hôtelière sur laquelle on va faire 143 chambres. En vert ici, c'est un centre de convention. On l'a placé en fait auprès du Petit Dôme, qui est pour nous le cœur de l'histoire de ce site, le début, son origine. Et on y a placé ce centre de congrès parce qu'il y a beaucoup de congrès médicaux à Lyon, et on se dit que c'est un endroit unique pour venir retrouver aussi la trace de cette histoire médicale de ce bâtiment. On y a placé aussi la Cité internationale de la gastronomie. Alors on est passé par plusieurs étapes sur ce projet. C'est les salles de la Charité que Didier vous a montré. C'était le musée des hospices civils, qui était un musée médical. Au départ, notre première idée, c'était d'en faire un musée de la santé. On a beaucoup travaillé sur ce projet-là et on n'a pas réussi à aboutir le financement de ce projet. Et puis, on a eu l'opportunité de répondre à une consultation pour le classement de la France à l'UNESCO pour sa gastronomie. Il y avait un appel d'offres un petit peu général. Donc, on a posé candidature parce que Lyon est une ville pour laquelle la gastronomie est quand même un élément de base, de référence. Et on a remporté cette consultation. Et du coup, on va développer ici une partie à la fois muséale, démonstrative, sur gastronomie et nutrition, pour garder aussi ce lien avec la santé. On fait 12 logements. C'était pas prévu initialement. Quand on a analysé le bâtiment, on s'est rendu compte que ce bâtiment, dans lequel il y avait des blocs opératoires en ophtalmo, je crois, avait été complètement recomposé. On n'arrivait pas à en comprendre l'essence et la composition. Et puis après un an d'études, on s'est dit qu'on n'arrivait pas à en faire autre chose. On allait retrouver la cour au central. On se retrouverait vraiment dans un immeuble qui était un immeuble de rapport des hospices civils. Et donc on retrouve la fonction originale de logement. Et puis enfin, sur toute la partie 19e Pascalon et puis la partie 21e siècle, parce que sur l'arrière du bâtiment, rien n'avait été fait. On a créé une nouvelle greffe. On a démoli un bâtiment comme à chaque époque dans l'Hôtel-Dieu pour venir se greffer. On va faire des espaces de bureaux, 12 000 m² de bureaux. Et l'ensemble va être posé sur un socle de commerce, suivant toute l'histoire de cet Hôtel-Dieu qui était aussi financé par les commerces et les commerçants.
Donc voilà l'ensemble des fonctions que l'on développe sur le projet. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu chaque partie de ce projet. L'hôtel intercontinental 5 étoiles, donc sur le quai. On travaille aussi avec la métropole de Lyon, qui faisait partie du comité de pilotage et qui va accompagner le projet pour tout ce qui est à bord, c'est-à-dire le traitement de l'ensemble du parvis, du quai, de la réflexion sur le tour du projet. On va développer en rez-de-chaussée des commerces et l'entrée de l'hôtel sous le dôme monumental. Donc on le voit ici. On reconnaît ici les commerces, la rampe d'entrée du parking dont Didier vous a parlé tout à l'heure. Et une fois qu'on est rentré sous le grand dôme, on va diviser la réception de l'hôtel en 2 zones. Ce grand dôme, il nous coupe complètement l'hôtel-dieu en 2 parties. Donc l'hôtelier a accepté de séparer son hôtel en une aile sud et une aile nord. On a la réception et on rentre derrière vers la cour Saint-Henri, qui est une cour très composée qui donne sur le restaurant des Sœurs dont vous a parlé Didier tout à l'heure. Donc ça, c'est la vision quand on rentre sous le grand dôme. On a réouvert cette porte qui avait été fermée au moment de la guerre. Et en vis-à-vis, on va créer une grande ouverture vitrée qui donne sur la cour. Ensuite, on développe sur le quai le restaurant et les cuisines de l'hôtel et on va réaménager la cour Saint-Louis en cour de restauration et de promenade autour de l'esprit des senteurs et des plantes à essence. On aménage dans l'ancienne salle du Conseil des Hospices civils le ballroom ou salle de réception de l'hôtel qui ouvre aussi sur ce jardin. Et puis, donc j'ai repris la coupe. On rentre à rez-de-chaussée ici. La pièce majeure qui est le grand dôme se trouve au premier étage en fait. On va en faire le lobby, le salon de l'hôtel. Donc l'idée étant de créer une liaison entre le nord et le sud puisque c'est le seul endroit où on peut passer et de créer quelque chose qui protège un petit peu les gens qui vont être là pour prendre un verre, échanger, discuter au centre du bâtiment. Donc ensuite on fera un bar et des salons de réception. Donc voilà quelques images du projet. On a réfléchi aussi sur les chambres qui étaient sur le quai. Didier vous a fait voir des planchers qui avaient été reconstruits au milieu des fenêtres et qui fait qu'aujourd'hui la façade est pas très majestueuse parce qu'on a un bandeau qui coupe les fenêtres en 2. Donc on s'est dit qu'on allait faire les grandes suites sur ce quai pour permettre de retrouver la hauteur. Donc on a une hauteur qui fait 7 mètres. On le voit ici, le sol est ici. Jusque-là, on a des fenêtres qui font 5 mètres de haut. Du coup, on a toujours le problème dans tout l'hôtel-dieu, c'est que comme on avait des lits à courtines qui étaient contre les murs pour protéger les malades du froid, l'ensemble des fenêtres pour avoir une bonne vision et de la bonne lumière sont au-dessus de ces lits à courtines. Et donc, on a toutes les allèges de la quasi-majorité des lieux qui est à 2 mètres de haut. Donc on ne savait pas comment résoudre ce problème parce qu'on n'imaginait pas un hôtel 5 étoiles sans vue sur l'extérieur. Donc sur l'ensemble des plateaux, on recrée un faux plancher général qui nous permet aussi de dévier les fluides et d'éviter de faire trop de percements dans les structures existantes et de se mettre à niveau pour découvrir la vue sur le Rhône. Et on imagine de belles chambres avec une mezzanine. Donc voilà quelques vues. De l'autre côté, on conserve quand même le plancher qui avait été fait pour faire des chambres un petit peu plus modestes, donc il y a quand même 3 mètres sous plafond, mais qui permettent d'avoir une certaine efficacité et rentabilité parce que il y a quand même un sujet qui est le financement. On fait ce projet avec EFA, j'en ai pas parlé, mais il faut quand même leur rendre honneur. C'est un projet difficile à porter. C'est un projet compliqué quand on est un maître d'ouvrage parce que
il y a des surprises, il y a des découvertes permanentes, il faut s'adapter, il faut toujours aller de l'avant et puis il faut qu'on arrive au bout. Donc il y a une belle équipe aujourd'hui qui travaille sur le projet. Les 4 rangs ensuite, donc autour du petit dôme, la cour du cloître. Donc on va réhabiliter, réouvrir pour en faire un cloître d'agrément. On va développer tout autour des boutiques, plutôt autour de la gastronomie, de la saveur, du bien-être. Et sous le petit dôme, on va rentrer dans la Cité internationale de la gastronomie ou dans le centre de convention. Donc les images des courtines qui nous ont servi d'inspiration pour recréer en fait dans une des cours la grande salle de convention qui permet d'accueillir 500 places. Et on va recréer, alors il y a des verrières tout au long pour détacher les parties neuves des parties existantes. Et on va recréer des grands drapés en staff à l'intérieur de ces circulations et dans la salle pour redonner des clins d'œil en fait à la fonction première de ce bâtiment. La Cité internationale de la gastronomie, donc quelques images c'était des images au moment de la consultation pour essayer de se projeter sur ce double volume. Qu'est-ce qu'on peut y accueillir? Est-ce qu'on peut faire des espaces d'exposition? Il y aura des expositions temporaires, des expositions fixes. On est bien sûr obligé de recréer des éléments techniques, des ascenseurs, des escaliers. Il y aura aussi un amphithéâtre, des espaces de démonstration. Donc ça, c'est un programme qui est en train de se finaliser pendant que le chantier en fait, de construction de la coque continue. Donc les salles que Didier vous a montrées tout à l'heure. Et puis enfin, la rue Bellecordière, donc c'est la petite rue qui était sur l'arrière du site. C'est la dernière façade de l'Hôtel-Dieu, celle du XXIe siècle. Voilà une photo de cette rue Bellecordière. On a au fond la chapelle de l'Hôtel-Dieu. Et donc on vient recréer ici des bâtiments neufs qui accueillent des surfaces de bureaux contemporaines, dernier cri avec les bonnes hauteurs sous plafond et tout ce qui va bien en termes de fluide. Et des commerces avec entresol sur l'ensemble des rez-de-chaussée. Et pour ce travail-là, on a beaucoup échangé, on s'est posé beaucoup de questions, on est passé par des phases multiples où comment on intervient sur ce monument, comment on va se positionner. À la fois il faut de la modestie et à un moment il faut y aller parce que sinon on n'est pas on n'est pas au niveau. On a essayé de réfléchir sur la composition des façades de l'Hôtel-Dieu qui sont structurées en fait avec une hiérarchie. On s'est calé en fait sur un étage de rez-de-chaussée très haut avec cet entresol, un étage qui semble être une double hauteur parce qu'on triche avec les trames de façade pour faire disparaître en fait quelque part ce plancher intermédiaire qui correspond à nos usages actuels, un dernier étage et un attique sous des toits contemporains qui ont une forme complètement contemporaine, mais qui se rapprochent en colorimétrie et en traitement sur la 5e façade et qui englobe complètement tous les locaux techniques, puisque cette toiture est visible depuis Fourvière et rien ne doit dépasser. Et voilà donc la vue globale de ce bâtiment terminé. Et puis enfin, on a recréé le fameux passage de l'Hôtel-Dieu, donc qui était ici, qui avait été démoli. On l'a recréé dans la cour sud, autour du dôme Pascalon. Donc la photo que Didier vous a montrée ici, on a démoli ce bâtiment-là qui était la morgue. Et c'était de nombreuses questions qu'on s'est posées, savoir est-ce qu'on pouvait démolir ce bâtiment qui a l'air plutôt classique. Et puis finalement, pour venir vraiment se greffer et avoir une continuité, on a pris le parti de le démolir. On a démoli aussi tous les garages qui étaient plutôt là des parasites, on ne s'est pas trop posé de questions, ce qui nous a permis de libérer complètement la cour. On est venu creuser au sous-sol pour créer de nouvelles surfaces, pour faire des commerces tout autour, parce que créer des surfaces que l'on commercialise, ça nous donne de la richesse, et cette richesse nous permet de rénover et de
de réinvestir sur le patrimoine. Donc on a beaucoup travaillé aussi à créer de la valeur sur ce projet. Et puis on vient fermer avec une couverture légère cette cour. C'est pas une cour fermée, c'est une cour juste couverte pour la pluie qui est ventilée. Et autour de cette cour, on va avoir tout un ensemble de commerces et des bureaux dans les étages. Donc voilà quelques vues de cette cour rénovée. Aujourd'hui, l'ensemble des bâtiments est curé. On est en train de tester le prototype de la verrière et je pense qu'on va bientôt voir quelque chose se construire. Merci infiniment.